La première fois que j'ai compris qu'une planète pouvait briller, ce n'était pas dans un observatoire. C'était dans une cuisine. Un morceau de viande venait d'être posé sur une plaque brûlante. Au début, rien de spectaculaire. Puis la surface a commencé à frémir, à suinter. Une fine vapeur s'est levée. Et l'odeur, celle qui te prend à la gorge, s'est installée comme une vérité. Ça chauffe vraiment. Et là, un détail m'a retourné l'estomac. Dans la graisse qui crépitait, de minuscules bulles éclataient en laissant des éclaboussures, luisantes, presque scintillantes, comme si la matière elle-même cherchait à émettre de la lumière. C'était dégoûtant, fascinant et étrangement satisfaisant, parce que tout avait du sens. Quand quelque chose est assez chaud, il ne reflète plus la lumière. Il en fabrique, maintenant, remplace cette plaque par un ciel sans fond, remplace la viande par une sphère de gaz plus grande que Jupiter, et remplace l'odeur par un fait que personne n'aime entendre, mais que tu es venu chercher. Certaines planètes ne se contentent pas de renvoyer la lumière d'une étoile, elles rayonnent, elles-mêmes, comme des braises. Et le plus troublant, c'est que ce n'est pas de la magie, ni une métaphore. C'est de la physique, brutale, implacable. Et parfois, franchement grotesque. Imagine une planète normale, une bille froide, perdue loin d'une étoile. Si tu éteins la lampe, elle disparaît. C'est ce qu'on te répète depuis l'enfance. Les planètes ne brillent pas. Elle reflète, comme la lune. Sauf que cette phrase est une demi-vérité, le genre de demi-vérité qui te rassure, jusqu'au moment où tu regardes dans la mauvaise longueur d'onde, et que l'univers te montre son visage le plus inquiétant. Parce qu'il existe deux façons très différentes d'être visible. La première, c'est la plus gentille, la réflexion. Une étoile éclaire, une planète renvoie. C'est une lumière empruntée, une lumière de locataire. La seconde est plus intime, plus gênante, presque obscène. L'émission, quand un corps est chaud, il rayonne. Pas forcément comme une ampoule blanche et éclatante. Parfois comme une chaleur invisible. Parfois comme un rouge sombre. Parfois comme un infrarouge que tes yeux ne peuvent pas voir, mais que les instruments, eux, sentent comme une présence. Si tu veux une image qui colle à la peau, pense à un morceau de métal dans une forge. D'abord noir. Ensuite, un rouge sombre, comme une blessure qui s'ouvre. Puis orange, puis blanc. Ce n'est pas la lumière d'une étoile reflétée sur le métal. C'est le métal qui avoue sa température. Et une planète peut faire la même chose. Le piège, c'est que ton cerveau associe briller à lumière visible. Pourtant, le rayonnement d'un objet dépend surtout de sa température. La plupart des planètes, dans le visible, sont discrètes. Mais dans l'infrarouge, dans la lumière de la chaleur, elles peuvent devenir embarrassantes de clarté, comme des corps dans la nuit sous une caméra thermique, invisibles à l'œil nu, mais flagrants, indécents, impossibles à ignorer. Alors, pourquoi certaines planètes s'allument? La première réponse, la plus simple, est aussi la plus vertigineuse. Elles sont jeunes. Jeunes, ça veut dire, elles n'ont pas eu le temps de refroidir. Quand une planète géante se forme, elle naît dans un chaos violent. De la matière tombe, s'écrase, se comprime. L'énergie gravitationnelle se transforme en chaleur. C'est comme si la planète était construite par des milliards de tonnes qui chutent sans arrêt, martèlent, tassent, chauffent, et à la fin, il reste une sphère énorme, gonflée d'énergie thermique, un nouveau-né cosmique qui ne sait pas encore se taire. Nous, de notre côté, nous vivons dans un système solaire déjà âgé. Jupiter et Saturne ont eu des milliards d'années pour perdre une grande partie de leur chaleur de formation. Elles restent tièdes, elles rayonnent encore un peu, mais elles ne flambent pas, elles soupirent. Sauf que, ailleurs, dans la galaxie, il y a des systèmes plus jeunes. Et là, tu peux tomber sur des planètes géantes qui sont encore des fours. On a même réussi à en photographier certaines directement. Et c'est un mot important. Directement. Parce que d'habitude, une planète est noyée dans la lumière de son étoile, comme une luciole collée à un projecteur. Tu ne vois pas la luciole, tu vois le projecteur. Mais si la planète est jeune et chaude, elle peut briller suffisamment dans l'infrarouge pour sortir de l'ombre, pour apparaître comme un point lumineux autonome. Un point lumineux autonome, qui n'est pas une étoile. Et c'est là que le malaise commence. Parce que notre intuition, dès qu'elle voit un point brillant dans le ciel, crie « étoile ». C'est un réflexe. Sauf qu'ici, non.
Ici, c'est une planète. Une planète qui te regarde avec sa propre chaleur, comme un animal dont les yeux renvoient la lumière. Sauf que ce n'est pas un reflet. C'est une fièvre. Ces mondes sont souvent énormes, des super-Jupiters, des géants massifs. Leur gravité comprime leurs couches internes à des pressions inimaginables, et cette compression entretient la chaleur, ils rayonnent comme des braises plongées dans un univers froid. Et quand tu comprends ça, un twist s'invite. Plus une planète géante est massive, plus elle peut sembler vivante, longtemps. Pas vivante au sens biologique, vivante au sens thermique, comme un gros bloc de pierre chaude qui met des siècles à refroidir, alors qu'un petit caillou se refroidit en quelques minutes, la taille prolonge la confession. Mais il y a un autre type de planète qui brille, et celle-là est encore plus facile à visualiser, et encore plus dérangeante. La planète trop proche de son étoile. On les appelle parfois des Jupiters ultra chauds. Imagine Jupiter. Mais au lieu de tourner loin, dans une zone froide, elle rase la surface de son Soleil, à une distance si petite qu'une année ne dure que quelques jours. Une planète qui vit dans la fournaise, dans un vent stellaire qui n'est plus une brise mais un chalumeau. Et ici, attention aux détails qui changent tout. Ce n'est pas seulement la planète qui reçoit de la lumière, c'est la planète qui reçoit de la chaleur jusqu'à l'excès. Sa face jour devient un désert incandescent, où l'atmosphère se dilate, gonfle, fuit. Sa face nuit tente de respirer, mais les vents sont tellement violents qu'ils deviennent une mécanique planétaire. Des jets supersoniques, qui essaient de transporter l'énergie comme des camions de secours roulant à travers l'enfer. Certaines de ces planètes atteignent des températures qui font rougir le métal. Pas un peu chaud, non. Des températures où des minéraux peuvent se vaporiser, où la matière se comporte d'une manière qui ressemble à une parodie de météo. Et si tu as déjà vu une braise dans le noir, ce rouge sombre qui n'éclaire presque rien, mais qui est incontestable, tu as l'image mentale. La planète brille par sa chaleur. Ce qui est monstrueux, c'est l'idée suivante. Sur ces mondes, la lumière d'une étoile n'est plus un éclairage. C'est une cuisson. Et parfois, on peut aller plus loin que la simple image. La chaleur n'est pas répartie uniformément. Tu peux avoir une face jour si chaude qu'elle devient presque un état de matière à part, pendant que la face nuit est moins chaude. Mais moins chaude ici veut dire encore assez chaude pour être une fournaise pour tout ce que nous appelons normal. Ça crée une tension, une lutte permanente entre deux hémisphères. Et cette lutte se lit dans le rayonnement. La planète n'émet pas pareil partout. Elle a des zones plus brillantes. Non parce qu'elles réfléchissent mieux, mais parce qu'elles sont plus chaudes. Maintenant, laisse-moi te donner un fait qui accroche, parce qu'il est à la fois simple et choquant. Même dans le noir total, une planète chaude ne peut pas s'empêcher de se trahir. Tu peux la cacher de la lumière visible, tu peux l'éloigner de ton regard, mais tant qu'elle a une température, elle rayonne. Elle fuit de l'énergie sous forme de photons. C'est une fuite inévitable. C'est comme un corps humain. Tu peux éteindre les lumières dans une pièce, mais si quelqu'un a une caméra thermique, tu es un phare. Et là, twist numéro 2. Certaines planètes sont si chaudes qu'elles deviennent plus faciles à détecter par ce qu'elles émettent. Que par ce qu'elles reflètent, c'est l'inverse de l'idée enfantine. L'enfant cherche une bille éclairée. L'astronome, lui, cherche une braise. Mais si c'était seulement ça, jeunesse et proximité, ce serait déjà fascinant et relativement propre. Sauf que l'univers ne fait pas dans le propre, parce qu'une planète peut briller de façon qui n'ont rien à voir avec être simplement chaude comme une casserole. Il y a des cas où ce que tu vois ressemble à une lumière propre, presque active, comme si la planète avait une volonté d'éclairer. Et là, on glisse vers quelque chose de plus inquiétant. L'atmosphère qui devient une usine à lueur. Avant d'y aller pleinement, il faut poser un dernier clou. Quand on dit « briller », on mélange plusieurs phénomènes. Et ce mélange est une source de confusion et de révélation. Une planète peut briller parce qu'elle est chaude à l'intérieur. Jeunesse, compression, chaleur résiduelle. Une planète peut briller parce qu'elle est grillée de l'extérieur, étoile proche, et une planète peut briller parce que son ciel s'illumine. Pas comme une ampoule, mais comme une réaction, un choc, une blessure dans l'atmosphère. Et c'est précisément là que l'histoire devient plus sombre, plus viscérale. Parce que, dans certains environnements, la lumière n'est plus un simple rayonnement thermique. Elle devient un symptôme. Imagine un ciel où les particules sont arrachées, ionisées, accélérées.
Imagine des gaz frappés comme des néons, forcés à émettre des couleurs. Imagine une planète prise dans un bombardement permanent, et dont la haute atmosphère se met à briller comme un panneau publicitaire. Sauf que ce panneau annonce une tempête qui ne s'arrête jamais. Ce n'est pas encore notre sujet principal ici, pas entièrement, mais je veux que tu sentes déjà la pente. On part d'une braise, on va vers une plaie lumineuse. Et ce qui rend tout ça diaboliquement captivant, c'est que notre langage nous trahit. On dit « planète », et on imagine un monde stable, une sphère tranquille, alors qu'en réalité, certains de ces objets sont à la frontière d'autre chose, quelque chose entre planète et étoile. Tu vois venir le troisième twist? Parfois, ce qui brille comme une planète n'est peut-être pas une planète. Il existe un seuil, une limite de masse, au-delà de laquelle un objet commence à faire des choses qu'on associe aux étoiles. Pas la fusion stable d'une vraie étoile, mais des réactions qui peuvent produire de la lumière d'une manière différente. Et dans cette zone grise, on trouve des corps qui ressemblent à des planètes géantes, mais qui ont une nature plus ambiguë. Et c'est là que les catalogues, les définitions, les débats, les étiquettes deviennent une guerre de frontières. Parce que si tu te trompes d'étiquette, tu te trompes d'histoire. Or, ce soir, je ne veux pas te donner une définition scolaire. Je veux te donner la sensation. Celle d'un univers où les catégories sont des illusions pratiques et où la chaleur, la vraie, la brutale, décide qui a le droit de briller. Alors on va avancer comme ça. D'abord, les planètes qui brillent parce qu'elles sont des braises, c'est ce qu'on vient d'ouvrir. Puis on ira vers les planètes qui brillent parce que leur ciel s'allume, puis vers les planètes qui brillent parce qu'elles sont torturées, déformées, essorées, et enfin vers le piège final. Quand la planète lumineuse est en réalité un imposteur cosmique, pour l'instant, retiens une scène. Dans un système jeune, une planète géante flotte loin de son étoile, suffisamment loin pour ne pas être éclairée au sens classique. Et pourtant, elle apparaît sur les détecteurs comme un point brillant. Elle n'emprunte pas la lumière, elle la paie avec son énergie interne. Ce point brillant, c'est un monde encore chaud de sa naissance, un monde qui, lentement, perd ce qu'il a de plus précieux, sa chaleur. Chaque photon émis est une petite parcelle de son passé qui s'en va, chaque lueur est un souvenir thermique qui s'échappe. Et maintenant, imagine l'autre scène, une planète géante, collée à son étoile, synchronisée comme la Lune avec la Terre. Toujours la même face tournée vers le feu, le jour éternel, la nuit éternelle. La face jour brille de chaleur, la face nuit brille moins, mais elle brille. Et entre les deux, une zone de crépuscule où les vents hurlent comme si l'atmosphère essayait de s'arracher à la planète pour fuir, deux raisons de briller. Deux ambiances, deux horreurs douces, mais la suite va être moins douce. Parce qu'une fois que tu acceptes qu'une planète peut rayonner, la question n'est plus « est-ce possible ?» La question devient « combien de façons l'univers a-t-il trouvé pour forcer un monde à produire de la lumière ?» Et la réponse est plus longue que ce que ton instinct voudrait. Tu t'es peut-être déjà dit, en regardant une planète qui rayonne dans l'infrarouge, « Bon, d'accord, elle est chaude, elle fuit. Sa chaleur, fin de l'histoire. Ce serait confortable, propre, presque romantique, sauf que l'univers adore les fausses fins. Parce qu'une planète ne se contente pas d'être une braise. Elle a une peau, une atmosphère. Et cette peau peut se comporter comme un écran, comme un four, comme un miroir déformant, ou comme une lampe malade. Et c'est là que l'idée de planète qui brille cesse d'être un simple chapitre de thermodynamique pour devenir un thriller. Ferme les yeux et imagine une planète géante ultra proche de son étoile, tellement proche que l'année se compte en journées. Tu la vois comme une boule de gaz lisse. Mais en réalité, son atmosphère est un champ de bataille. La haute couche est frappée par un bombardement de photons énergétiques, par le vent stellaire, par des particules chargées qui ne caressent pas, elles arrachent. Dans ce genre de conditions, la matière se met à faire quelque chose de terriblement révélateur. Elle s'ionise, les atomes perdent des électrons. Et quand ils les récupèrent, ou quand des collisions excitent ces atomes, ils relâchent l'énergie sous forme de lumière. C'est le même principe qu'un néon. Tu forces un gaz à s'exciter, il te répond en émettant « ça, c'est le premier pas vers la lumière active d'une planète ». La luminescence atmosphérique. Sur Terre, on connaît une version douce, presque poétique. Les aurores,
Mais imagine des aurores qui ne sont plus un spectacle occasionnel au-dessus des pôles. Imagine des aurores structurelles, un état normal du ciel. Imagine un monde dont la haute atmosphère est tellement stressée qu'elle brille comme une blessure qui refuse de cicatriser. Et là, un détail va te donner exactement ce mélange d'intérêt et de légère répulsion. Sur certaines planètes, la lumière n'est pas seulement la chaleur qui s'échappe, c'est la conséquence d'une agression permanente. Tu crois regarder une planète qui se montre. En réalité, tu regardes une planète qui réagit. Mais attends, l'atmosphère ne fait pas que s'illuminer. Elle triche. Elle ment. La plupart des gens imaginent une planète chaude comme un barbecue sphérique. Plus c'est chaud, plus ça émet. Point. Sauf que l'atmosphère contient des molécules qui absorbent et réémettent à des longueurs d'onde particulières, et ces molécules peuvent transformer le rayonnement en un patchwork. On ne voit plus une simple braise. On voit un code, un message chiffré, et c'est là que le mystère s'épaissit. Deux planètes à la même température peuvent briller de façon complètement différente, parce que leurs atmosphères filtrent la lumière comme des vitres teintées. Sauf que ces vitres sont faites de vapeur d'eau, de monoxyde de carbone, de méthane, de sodium, de métaux vaporisés. Oui, des métaux. Tu as bien entendu, des métaux. Sur les mondes les plus extrêmes, la chaleur est telle que certains éléments qu'on imagine solides deviennent des gaz. Du fer peut se retrouver sous forme de vapeur. Des composés minéraux se comportent comme des volutes invisibles. La planète n'est plus seulement chaude. Elle devient un lieu où la matière change d'état, comme si la réalité avait été réglée sur une température trop élevée. Et ça produit un effet visuel et mental très fort. Tu n'imagines plus un monde. Tu imagines une casserole cosmique. Maintenant, on va monter d'un cran, parce que ce que je viens de décrire est encore raisonnable. C'est l'atmosphère qui s'illumine, qui filtre, qui absorbe. Mais il existe une autre façon de faire briller une planète. Une façon qui ressemble à une triche de scénario. Une planète peut briller parce qu'elle est déformée. Oui, déformée? Tu connais la sensation quand tu plies un trombone encore et qu'il chauffe à l'endroit où tu le tords? C'est de la mécanique transformée en chaleur. Maintenant, remplace le trombone par une planète et remplace tes doigts par la gravité d'un autre corps. Une étoile proche ou une planète géante voisine. C'est le chauffage par marée. Quand une planète est très proche de son étoile, la gravité n'est pas identique sur toute sa surface. Elle tire plus fort d'un côté que de l'autre. Résultat, la planète se déforme, se gonfle un peu, puis essaie de se remettre. Mais si son orbite n'est pas parfaitement circulaire, si elle se rapproche et s'éloigne sans cesse, cette déformation change tout le temps. Ça frotte, ça pétrit, ça malaxe l'intérieur, et ce frottement interne produit de la chaleur, parfois énormément. Sur Jupiter, on a un exemple miniature, un avant-goût, avec Io, une lune tellement chauffée par marée qu'elle est volcanique à en devenir grotesque. Mais imagine ce principe appliqué à un monde bien plus grand, bien plus massif, et parfois enfermé dans une danse gravitationnelle plus violente encore. Et là, voici le twist. Une planète peut rayonner fortement même si son étoile n'est pas assez proche pour la griller, parce que sa propre orbite la torture et la chauffe de l'intérieur. La planète devient une ampoule alimentée par la gravité. La gravité, d'habitude, on la voit comme une force silencieuse, propre, majestueuse. Ici, elle devient une main invisible qui presse la planète comme une éponge, encore et encore, jusqu'à ce que la chaleur sorte. Et cette chaleur, elle ressort comment? Par rayonnement, par brillance. Encore de l'infrarouge, encore des photons. Encore une planète qui avoue... Maintenant, garde ça en tête, parce qu'on va connecter des fils. Tu as des planètes jeunes, encore chaudes de leur formation. Des planètes ultra proches, grillées par leur étoile, avec des atmosphères qui filtrent et parfois s'illuminent. Des planètes chauffées par marée, littéralement pétries. Tu pourrais déjà faire un épisode entier avec ça. Mais l'univers veut un épisode plus long. Parce qu'il y a une catégorie de mondes qui font exploser notre intuition. Les planètes vagabondes. Des planètes sans étoiles, oui. Des planètes qui errent dans l'espace interstellaire, expulsées de leur système ou formées dans des conditions étranges, et qui se retrouvent seules, dans une nuit sans lever de soleil. Là, tu te dis, ok, celles-là ne brillant pas, elles sont mortes, gelées, invisibles. Et c'est là que tu te trompes. À moitié, certaines de ces planètes, si elles sont assez jeunes ou assez massives, peuvent encore rayonner leur chaleur interne pendant longtemps.
Elles sont comme des braises arrachées du feu principal et jetées dans la neige. Elles finissent par s'éteindre. Oui, mais pas immédiatement. Et si tu les cherches au bon moment, au bon âge cosmique, tu peux les détecter comme des points infrarouges errants, une planète sans soleil qui brille quand même. C'est une image qui dérange. C'est une preuve que la lumière n'est pas toujours un cadeau d'une étoile. Parfois, c'est juste une dette d'énergie qui se rembourse. Mais là, je veux te donner une image encore plus viscérale, parce qu'on a parlé de chaleur, de gaz, d'ionisation. Il manque une scène qui te colle au doigt. Imagine une planète si proche de son étoile qu'elle perd son atmosphère. Pas un peu, pas lentement. Non. Elle la laisse s'échapper comme une odeur qui ne revient jamais. L'atmosphère est chauffée, gonfle, et les couches supérieures deviennent si légères que la gravité de la planète n'arrive plus à les retenir. C'est une évaporation au sens cosmique, une fuite. Et cette fuite, parfois, forme une traîne. Une queue, comme une comète, sauf que ce n'est pas de la glace qui s'évapore. C'est une planète qui se défait, une planète comète. Et cette matière arrachée, ionisée, excitée, frappée, peut produire des signatures lumineuses. Pas forcément une lampe visible comme dans un film, mais un halo, une enveloppe de gaz qui interagit avec la lumière et les particules de l'étoile. L'objet ne brille pas seulement parce qu'il est chaud, mais parce qu'il se transforme en phénomène. Si tu veux une comparaison qui fait un peu grincer, c'est comme si tu regardais une bougie non pas par sa flamme, mais par la fumée, qui sort quand elle se consume trop vite. Tu vois le symptôme de la destruction, et là, la tension monte, parce qu'on commence à comprendre quelque chose de très inconfortable. Plus un monde est lumineux, plus il est probable qu'il souffre. Je ne parle pas de souffrance consciente. Je parle de stress physique, d'instabilité, de perte, de violence. La lumière n'est pas toujours une beauté. Parfois, c'est un signal d'alarme. Mais le vrai renversement, le twist qui change la nature même de ta question, arrive quand on se demande « Qu'est-ce qui distingue une planète qui brille d'une étoile ratée ?» Et là, tu entres dans une zone grise. Les objets substellaires. Il existe des corps plus massifs que les planètes, mais pas assez massifs pour devenir des étoiles comme le Soleil. Ils sont souvent appelés nains bruns, et ils brillent. Ils rayonnent une chaleur résiduelle, parfois pendant des milliards d'années, et ils peuvent être assez chauds pour émettre fortement dans l'infrarouge. Ils peuvent même, dans certaines phases, être visibles dans des longueurs d'onde plus courtes. Pourquoi je te parle d'eux dans une vidéo sur les planètes? Parce que la frontière est parfois un brouillard. Une planète, très massive, très chaude, très jeune, peut ressembler à un petit nain brun. Un petit nain brun peut ressembler à une planète géante isolée. Et selon la manière dont il s'est formé, dans un disque autour d'une étoile, ou par effondrement direct comme une mini-étoile, tu changes l'étiquette. Alors que la lumière que tu détectes, elle, ne te donne pas immédiatement la réponse. C'est un piège narratif parfait. Tu crois parler de planètes qui brillent, et tu te retrouves à enquêter sur des imposteurs cosmiques, des objets qui brillent parce qu'ils ont un cœur plus violent que prévu. Et cette confusion n'est pas un détail, c'est un moteur dramatique, parce qu'elle te force à poser une question plus profonde. Quand tu vois un point lumineux dans le noir interstellaire, comment? Sais-tu si c'est une planète jeune et chaude? Une planète grillée par son étoile? Une planète chauffée par marée? Une planète en train de s'évaporer? Ou un objet qui n'a jamais été une planète, mais une étoile avortée? Tu ne le sais pas tout de suite. Tu dois interroger sa lumière comme un détective interroge un suspect. Par son spectre, ses variations, sa température apparente, sa masse estimée, son orbite si elle existe, son environnement, et c'est là que la lumière devient un langage. Un langage parfois trompeur. On a parlé d'atmosphères qui filtrent, de gaz ionisés, de marées qui pétrissent, de planètes qui se dissolvent. Tout ça nous mène à un point crucial pour la suite. La brillance d'une planète n'est pas un état, c'est un processus. Elle brille parce qu'elle se refroidit, se fait chauffer, se déforme, se fait arracher, ou se situe sur une frontière d'identité. Maintenant, je vais planter une scène qui va préparer la prochaine montée de tension. Imagine que tu observes une planète ultra chaude. Tu mesures son rayonnement infrarouge. Tout colle. Elle est proche de son étoile. Elle est torréfiée. Puis tu remarques quelque chose. Son éclat varie d'une façon étrange, comme si une partie de la planète devenait soudain plus brillante, puis moins, puis plus, sur un rythme qui ne correspond pas juste au jour et à la nuit.
Ce n'est pas un simple changement d'angle. C'est un changement d'état. Comme si la planète avait une météo qui allumait et éteignait sa propre lumière. Et là tu comprends. Sur ces mondes, il peut y avoir des nuages. Mais pas des nuages d'eau. Des nuages de particules minérales, des brumes de silicates, des condensats exotiques, et ces nuages peuvent masquer la chaleur ou la laisser s'échapper. Ils peuvent créer des taches lumineuses. Ils peuvent transformer une planète en lanterne irrégulière, une lanterne, faite de tempêtes. Ce n'est plus seulement une planète chaude. C'est une planète dont l'éclat raconte une histoire en temps réel. Et si tu veux un dernier crochet émotionnel avant qu'on plonge dans la suite, pense à un monde où il pleut. Du métal. Pas en gouttes comme tu les imagines, mais en particules, en pluie de composés vaporisés qui se condensent et retombent dans une atmosphère enragée. Ce monde brille, et cette lumière est littéralement celle d'un four météorologique. Tu voulais savoir pourquoi certaines planètes brillent par elles-mêmes. Tu as maintenant plusieurs réponses, et chacune est plus dérangeante que la précédente. Mais il nous manque encore la partie la plus cinématographique. Celle où la planète ne brille pas seulement parce qu'elle est chaude ou excitée. La partie où une planète peut sembler allumée parce qu'elle déclenche des phénomènes lumineux à grande échelle. Des aurores monstrueuses. Des interactions électromagnétiques, des flashs, des signatures qui ressemblent à des cris silencieux. Et surtout, il nous manque la révélation finale. Comment, au milieu de tout ça, on évite de se faire tromper par un faux planète-lampe? Parce que certains objets, à la fin, ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Tu vas sentir un changement d'ambiance maintenant. Jusqu'ici, on était dans la chaleur. Braise, four, atmosphère qui filtre, monde pétri par des marées. C'était déjà violent. Mais c'était encore un type de violence silencieuse. Une violence qui ne fait pas de bruit, juste des photons. La suite, c'est la violence qui allume. Parce qu'il existe une manière de faire briller une planète qui ressemble moins à une casserole, et plus à un organisme en crise. Quand son champ magnétique et son étoile se mettent à jouer à la corde. Avec son ciel comme champ de bataille. Pense à l'électricité statique, une étincelle minuscule. Maintenant, agrandis l'échelle jusqu'à celle d'une planète entière. Sur Terre, quand le vent solaire frappe notre magnétosphère, on obtient des aurores. Des rideaux de lumière, verts, rouges, parfois violettes, qui dansent au-dessus des pôles. C'est beau, on en fait des photos. On sourit, mais sur certaines exoplanètes, l'aurore ne serait pas un spectacle. Ce serait un état chronique, un symptôme permanent. Un panneau lumineux planté dans le ciel qui dit « Ce monde est sous attaque ». Comment ça marche, sans faire une leçon froide? Une étoile n'est pas juste une boule de lumière. C'est une machine à particules, elle souffle un vent chargé de protons et d'électrons. Elle crache parfois des bouffées d'énergie. Si une planète a un champ magnétique, ce champ capture une partie de ces particules, les guide vers les régions polaires. Et là, elles rentrent dans l'atmosphère comme des balles. Elles excitent les atomes, et ces atomes relâchent de la lumière. Aurora. Maintenant, imagine une planète géante très proche de son étoile. Le vent stellaire est plus dense, plus violent. Les champs s'entremêlent. La planète est comme plongée dans le plasma. Et voilà le premier twist sombre. La brillance n'est plus seulement une fuite de chaleur, c'est une friction électromagnétique. Comme un câble qui chauffe quand on fait passer trop de courant. Et la deuxième torsion, encore plus fascinante, ces interactions peuvent produire des émissions non seulement en lumière, mais aussi en radio. Ça veut dire qu'une planète peut crier dans des fréquences que l'œil ne verra jamais. Elle devient un phare. Pas de lumière visible, mais de signaux. Tu vois l'idée? Une planète peut briller, ou plutôt se manifester, parce qu'elle est branchée sur son étoile comme un appareil électrique branché, sur une prise trop puissante, et là, j'ai besoin de te donner une image qui provoque exactement cette petite grimace de dégoût. Imagine un monde dont la haute atmosphère est tellement bombardée qu'elle ressemble à une peau irritée en permanence. Pas une peau humaine, non. Une peau de gaz qui se fait perforer par des particules, encore et encore, jusqu'à produire une lueur comme une inflammation. C'est une lumière d'irritation. Mais ce n'est pas tout. Parce que même sans champ magnétique fort, une planète peut avoir une atmosphère qui s'ionise, qui devient conductrice, qui se charge électriquement. Et quand les conditions s'alignent, tu obtiens des phénomènes lumineux qui ne sont pas seulement thermiques, mais chimiques. Oui, chimiques. Sur certains mondes,
La lumière peut venir de réactions dans l'atmosphère, de la chimiluminescence, des molécules qui réagissent et relâchent de l'énergie sous forme de photons. Sur Terre, on connaît ça sous forme d'aurore, mécanisme différent mais idée de photons émis, de phénomènes nocturnes, de bioluminescence. Mais là, il ne s'agit pas d'organismes, il s'agit de chimie sous stress. Et voilà le twist suivant. Une planète peut avoir un air glow, une lueur nocturne, une émission faible mais réelle, due à des processus de recombinaison et de chimie haute atmosphère. Sur Terre, il existe une lueur nocturne naturelle, discrète. Mais sur un monde chauffé, bombardé, ionisé, cette lueur peut être plus intense. Ce n'est pas la planète entière qui devient un phare. C'est son ciel qui refuse de devenir complètement noir. Un ciel qui n'éteint jamais la veilleuse. Jusque-là, ça reste joli dans l'imagination. Mais on va pousser le curseur vers le grotesque. Parce que les exoplanètes les plus proches de leurs étoiles ont un problème encore. Plus humiliant. Elles sont parfois arrachées à elles-mêmes. Tu te souviens de la planète qui s'évapore ? Ici, on va la regarder de plus près. Quand une atmosphère fuit, elle ne fuit pas proprement. Elle devient une enveloppe étendue, une sorte de bulle de gaz qui peut entourer la planète ou former une traîne. Et ce gaz peut absorber la lumière de l'étoile, peut la réémettre, peut créer des signatures étranges. Une brillance qui n'est pas celle du globe planétaire, mais celle de la matière en fuite. Et là, l'image est franchement répugnante si tu la visualises comme il faut. Ce n'est plus une planète, c'est une plaie qui suinte. Dans l'espace, laissant derrière elle une trace de matière, je sais, c'est violent, mais c'est exactement ce que l'univers fait. Il te montre des objets qui ne tiennent pas ensemble. Et c'est dans ce chaos que les astronomes voient parfois des choses déroutantes. Des variations de lumière qui ressemblent à des occultations, irrégulières, comme si la planète avait une forme changeante. Et c'est précisément parce que la matière autour d'elle n'est pas stable. Maintenant, je vais te retourner le cerveau avec un autre mécanisme de lumière. Le choc. Quand tu as un vent stellaire qui rencontre une enveloppe gazeuse, tu peux créer des ondes de choc. Les particules accélérées, les collisions, l'excitation, ça peut générer des émissions. C'est comme la lumière d'un gaz qu'on comprime violemment, comme la lumière d'une flamme, mais sans combustion au sens classique. Une excitation par choc. C'est moins lampe et plus cicatrice lumineuse. Et maintenant, on arrive au point où tout ce que tu sais sur les planètes commence à se mélanger avec un autre mot que tu n'avais pas invité à la fête, volcanisme. Tu te dis, attends, volcanisme sur une exoplanète géante gazeuse? Pas forcément sur la géante, mais sur des mondes rocheux proches, sur des super-terres, sur des mondes déformés par marée, tu peux avoir un intérieur chauffé, au point de fondre en permanence. Sur Io, encore une fois, la marée fait bouillir l'intérieur. Sur une super-terre proche, le scénario peut être encore plus extrême. Et si tu as une surface partiellement en fusion, un océan de lave, alors oui, la planète émet de la lumière thermique, parfois assez pour être détectable en infrarouge, surtout si elle est très chaude et très proche. Mais le twist dégoûtant, celui qui te donne presque envie de détourner le regard, c'est le suivant. Sur un monde où la surface est un océan de lave, l'atmosphère peut être faite de vapeur de roche, pas poussière, pas sable, des gaz issus de minéraux. Un air qui n'a rien à voir avec l'air. Un monde où le sol et le ciel se mangent l'un l'autre. Et ce monde, quand tu le regardes, n'est pas seulement une planète qui brille. C'est une planète qui ressemble à une bouche ouverte. Maintenant, tu pourrais croire qu'on est au maximum de l'étrangeté. On ne l'est pas. Parce que je n'ai pas encore lâché la pièce maîtresse du troisième acte. Celle qui transforme ton titre en piège intelligent. Parfois, ce qui semble être une planète qui brille par elle-même est un objet qui n'est pas une planète au sens où tu l'imagines, mais qui se fait passer pour tel, simplement parce que nos méthodes d'observation ont des angles morts. Je t'explique. Quand on observe des exoplanètes, on utilise souvent des techniques indirectes. La baisse de lumière quand la planète passe devant, l'étoile, le mouvement de l'étoile sous l'effet de la gravité, ou, plus rarement, l'imagerie directe. Dans beaucoup de cas, on déduit la taille, la masse, la température, la composition, à partir de signaux. Et ces signaux, parfois, peuvent être reproduits par autre chose. Par exemple, un objet substellaire très léger, à la frontière avec les nains bruns, peut être catalogué comme planète, s'il est sur une orbite semblable, et si sa masse estimée tombe dans une zone ambiguë.
Un disque de poussière ou une structure autour d'un objet peut modifier la façon dont la lumière est absorbée ou émise, donnant une impression de brillance planétaire. Une planète entourée d'une enveloppe en fuite peut paraître plus grande, plus lumineuse, plus étrange qu'elle ne l'est réellement. Donc le twist, c'est que parfois la planète n'est pas brillante. C'est la scène autour d'elle qui est lumineuse. Et la grande question devient, comment on démêle ça? On démêle ça avec un truc qui, en narration, est parfait. Le spectre. La lumière n'est pas juste de la lumière. Elle a une empreinte. Chaque molécule absorbe et émet à des endroits précis. Si tu lis le spectre, tu lis la liste des suspects dans l'atmosphère. O, CO, CO2, méthane, sodium, potassium, et parfois des signatures plus exotiques. Et si tu vois des signatures qui correspondent à une atmosphère planétaire chaude, tu renforces l'idée de planète. Si tu vois des signatures qui collent plutôt à un objet substellaire plus dense, plus chaud, tu changes d'hypothèse. C'est un interrogatoire au rayon laser, mais même ça ne suffit pas toujours. Alors on observe les variations. La lumière change-t-elle avec la rotation? Avec l'orbite? Y a-t-il des cartes de température entre la face jour et la face nuit? Des décalages dus au vent? Des taches nuageuses? Et là, l'histoire devient presque organique. On ne se contente plus de dire « elle brille ». On commence à dire pourquoi et surtout comment elle vit sa chaleur. Maintenant, je vais te poser une image qui prépare la dernière montée. Imagine que tu es un instrument dans l'espace. Tu regardes une étoile. Tu vois une planète qui passe derrière l'étoile, et pendant un instant, tu perds une partie de la lumière totale. Ce manque, ce petit trou dans la courbe, c'est une information. C'est la contribution de la planète. Et si la planète est très chaude, ce manque te révèle non seulement qu'elle réfléchit, mais qu'elle émet. C'est comme si tu avais un duo sur scène, et que l'un des chanteurs se cache derrière le rideau. Le son baisse, tu entends enfin sa voix séparée. Ce moment, la disparition derrière l'étoile, est une des façons de mesurer la lumière propre d'une planète. Et quand on fait ça sur des mondes extrêmes, on obtient des chiffres qui font froid dans le dos. Des températures capables de faire bouillir des roches, de vaporiser des métaux, de déclencher des vents qui ne sont plus des vents mais des scies. Et pourtant, cette partie de l'histoire est encore physique. Il reste le dernier twist, celui qui te fait dire « Ok, donc, certaines planètes brillent, mais l'univers est en train de me montrer un truc plus profond que la lumière. » Le dernier twist, c'est celui-ci. Une planète qui brille par elle-même est souvent une planète qui perd quelque chose. Une planète jeune perd sa chaleur de naissance. Une planète grillée perd son atmosphère, ou la réarrange sans cesse. Une planète chauffée par marée perd de l'énergie orbitale en chaleur. Une planète volcanique perd sa stabilité de surface, fond, se refait, se fracture. Une planète électromagnétiquement attaquée perd une partie de son calme atmosphérique. Ionise, réagit, la brillance n'est pas juste une lumière, c'est une transaction. Et c'est cette transaction qui va nous mener au final. À la frontière entre planète et non-planète, au moment où l'objet qui brille, comme une planète, révèle son identité ou son imposture, parce que dans le noir cosmique, tout ce qui brille te raconte une histoire. Et parfois, cette histoire est une naissance, parfois une cuisson, parfois une torture, parfois une fuite, et parfois, une confusion volontaire de la part de nos définitions. La dernière partie va rassembler toutes les pièces. On va classer clairement les mécanismes sans répéter, on va te donner une progression, qui te laisse une image finale impossible à oublier, et on va terminer avec une révélation. La raison la plus sournoise pour laquelle certaines planètes brillent par elles-mêmes, celles qui ne dépendent ni de l'étoile, ni de l'âge, ni même de l'atmosphère, mais de notre façon de regarder. Tu as maintenant assez de pièces sur la table pour croire que l'énigme est résolue. Je pourrais te dire, voilà. Certaines planètes brillent parce qu'elles sont chaudes, parce qu'elles sont torturées, parce que leur ciel s'allume, et on fermerait le dossier. Mais si on s'arrêtait là, ce serait la fin la plus dangereuse. Celle qui te donne l'impression d'avoir compris, alors que tu n'as pas encore vu la main du magicien. Parce que la raison la plus sournoise pour laquelle certaines planètes brillent par elles-mêmes, ce n'est pas seulement ce qui leur arrive. C'est la façon dont nous les regardons. C'est notre angle mort, notre filtre, notre obsession de l'illumination visible, notre manière de confondre brillant et évident. Là, tu vas sentir le dernier acte. Tout s'accélère,
Tout se resserre, et chaque mécanisme devient un témoin à la barre. Mais je ne vais pas te refaire la liste qu'on a déjà explorée. Je vais te montrer ce qui change quand on passe de la poésie à l'enquête. Parce qu'au fond, une planète qui brille, c'est un crime parfait. Elle laisse des traces lumineuses. Mais ces traces peuvent accuser le mauvais coupable. Imagine que tu es dans une pièce sombre avec deux objets. Une boule glacée et une boule brûlante. Si tu allumes une lampe, les deux peuvent briller, par réflexion. Si tu éteins la lampe, seule la brûlante continue d'exister visuellement. Mais seulement si tu as les bons yeux. Et c'est là que l'univers nous piège. Nos yeux ne sont pas les bons yeux. Nos yeux sont coincés dans une fenêtre étroite. Le visible. Or, l'univers, lui, parle surtout en infrarouge, en micro-ondes, en radio, en ultraviolet, en rayons X. Une planète peut être lumineuse dans un domaine et fantôme dans un autre. Donc quand on dit « elle brille », il faut toujours demander « où » exactement. Et voici la première révélation du final. Dans beaucoup de cas, les planètes qui semblent briller toutes seules ne sont pas celles qui émettent le plus d'énergie, mais celles dont l'émission tombe précisément là où nos instruments sont les plus sensibles, ou là où le contraste avec l'étoile est le moins cruel. Autrement dit, certaines planètes ne sont pas plus lumineuses que d'autres. Elles sont juste plus faciles à surprendre. Ça ressemble à un détail technique. En réalité, c'est un twist narratif énorme, parce que ça signifie que notre panthéon de planètes flamboyantes est, en partie, une sélection naturelle, opérée par nos outils. Et maintenant, on va faire monter la pression avec une image. Tu es un détective qui écoute derrière une porte. Tu n'entends pas la vérité. Tu entends ce que la porte laisse passer. Une planète, c'est pareil. On n'observe pas le monde. On observe le monde filtré par l'instrument, par l'atmosphère de l'étoile, par la distance, par le bruit, par les biais. Alors comment on prouve qu'une planète émet vraiment sa lumière? On la prend en flagrant délit. Et le flagrant délit le plus propre, le plus cruel, c'est quand la planète disparaît. Pas quand elle passe devant l'étoile. Ça, c'est l'ombre. Non, quand elle passe derrière, quand elle est occultée. Et que, pendant quelques instants, la lumière totale du système baisse d'une fraction minuscule. Cette fraction, c'est la contribution de la planète. Son reflet plus son émission. Et là, tu sens le côté glacial de l'astronomie moderne. On attrape la lumière d'un monde, en mesurant sa disparition. C'est une scène parfaite pour le troisième acte. Une planète brillante n'est pas filmée comme un soleil miniature. Elle est devinée comme une empreinte dans une courbe, une morsure dans la lumière. Mais même cette empreinte peut mentir. Parce que ce que la planète donne en lumière dépend de deux choses qui font basculer la narration. Son albédo, ce qu'elle renvoie, sa température effective, ce qu'elle émet. Et voici le piège. Une planète peut sembler lumineuse parce qu'elle renvoie beaucoup, ou parce qu'elle chauffe beaucoup. Deux mondes peuvent produire une baisse de lumière similaire, et pourtant être totalement différents. L'un comme un miroir, l'autre comme une braise. Donc on doit séparer les deux. Et pour ça, on observe à différentes longueurs d'onde. Dans certaines bandes, la réflexion domine. Dans d'autres, l'émission thermique domine. C'est une dissection lumineuse. Mais la dissection ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a une autre arme, plus narrative encore, les courbes de phase. Une planète tourne autour de son étoile. Selon sa position, on voit plus ou moins de sa face éclairée, plus ou moins de sa face chaude, plus ou moins de son hémisphère nocturne. Le flux total change. On obtient une sorte de lune exoplanétaire, mais mesurée en chiffres, et ces variations te racontent quelque chose d'intime. Comment la planète déplace la chaleur, comment son atmosphère transporte l'énergie. Si les vents emportent le point le plus chaud loin du midi, si des nuages masquent ou révèlent l'intérieur, et là, voilà un nouveau twist, très puissant visuellement. Sur certaines planètes, le point le plus chaud n'est pas là où tu crois. Tu imagines que la zone la plus brûlante est sous l'étoile, au midi permanent. Parfois non. Les vents déplacent la chaleur. Le point lumineux se décale. Comme une fièvre qui migre, la planète devient une lampe, dont l'ampoule bouge à la surface. Ça, c'est une brillance qui raconte une histoire en mouvement. Une brillance qui a une psychologie atmosphérique. Et maintenant, on arrive au mécanisme que je n'ai pas encore lâché, parce qu'il est parfait pour provoquer ce mélange d'émerveillement et de dégoût. La pluie interne. Tu as l'image du monde grillé de l'extérieur, du monde jeune, du monde malaxé.
Mais certains géants gazeux ont une cuisine interne plus sournoise. À l'intérieur, sous des pressions délirantes, certains éléments peuvent se séparer et tomber vers le bas. Pas tomber comme une pomme dans l'air, mais migrer dans des couches profondes, comme si l'intérieur du monde se déphasait. Cette séparation libère de l'énergie gravitationnelle. Ça chauffe, une sorte de lente sédimentation cosmique. La planète ne brille pas seulement parce qu'elle se refroidit, elle brille parce que son intérieur se réorganise, comme un corps qui fait de la fièvre en changeant de structure. Et ça, c'est important pour le final. Une planète peut briller davantage que ce que son âge devrait permettre, parce que des processus internes ajoutent du chauffage à la facture thermique. Tu croyais avoir un simple refroidissement monotone? Tu as parfois une chaudière interne intermittente. Mais la scène la plus choquante, celle qui peut faire grimacer, c'est quand ce chauffage interne ou externe se combine avec une atmosphère qui devient opaque, épaisse, saturée de particules, et que la planète se transforme en cocotte-minute. L'énergie entre, l'énergie sort mal, la pression atmosphérique se comporte comme un couvercle. Résultat, la planète n'est plus simplement chaude. Elle devient incapable de se débarrasser de sa chaleur, comme un organisme dans une couverture trop lourde. Et plus elle essaie de respirer par rayonnement, plus on la voit briller dans certaines bandes. Sa brillance est une tentative d'évacuation. Une tentative, pas un choix. Maintenant, on arrive au moment où tout se resserre. Il faut trancher la frontière, et c'est là que l'imposteur revient sur scène. Parce qu'au bord des planètes et des étoiles ratées, la lumière devient un faux passeport. Un objet un peu trop massif, un peu trop chaud, un peu trop jeune peut ressembler à une planète flamboyante. Alors qu'il s'agit d'un corps qui s'est formé comme une mini-étoile. Dans la pénombre des définitions, il y a des identités volées, et la seule façon de ne pas se faire avoir, c'est de demander d'où vient cette chaleur. Si la chaleur est principalement un héritage de formation planétaire dans un disque, si l'objet a une composition, un contexte, une orbite qui colle, on penche vers planète. Si la masse, la gravité, le spectre, la densité, la température et l'évolution thermique ressemblent à un objet substellaire, le masque tombe. Et là, le twist final prend forme. La phrase « certaines planètes brillent par elles-mêmes » est parfois vraie parce que nous appelons planète, un objet qui se situe précisément là où notre vocabulaire tremble. En clair, parfois ça brille, parce que c'est presque autre chose. Mais je ne veux pas te laisser sur une querelle de mots. Je veux te donner une dernière montée qui frappe, une scène que tu peux utiliser comme climax de ton relique. Imagine un monde ultra proche de son étoile, si proche que la gravité l'a verrouillé. Jour éternel, nuit éternelle. Sa face jour est un enfer lumineux en infrarouge. Son atmosphère contient des vapeurs minérales, des nuages faits de choses qui, chez nous, seraient des roches. Le vent hurle. Le point chaud se décale. Et au-dessus, l'étoile envoie un vent de particules qui excite les couches hautes, allumant une auréole qui n'est pas de la poésie, mais de la physique violente. Et maintenant, ajoute un détail que je gardais pour la fin, parce qu'il est terriblement cinématographique. Les éclairs. Oui, des éclairs. Dans des atmosphères denses et turbulentes, chargées en particules, la séparation de charges peut devenir extrême. Sur Jupiter et Saturne, on observe des éclairs. Mais sur des mondes où la convection est plus sauvage, où les nuages sont exotiques, où les vents sont monstrueux, les éclairs pourraient être encore plus énergétiques, plus fréquents, plus déstabilisants, et voilà l'image finale. Une planète qui, en plus de rayonner sa chaleur, cligne par des décharges, pas comme une guirlande festive, comme un cœur électrique qui spasme. Tu voulais une planète qui brille par elle-même? En voilà une. Une braise géante, une cocotte minute atmosphérique, un ciel ionisé, une peau irradiée, des éclairs qui zèbrent des nuages de minéraux et une traîne de gaz arraché qui fait de l'objet une comète honteuse. Et c'est là que le troisième acte se ferme avec la révélation la plus humaine. La lumière n'est pas forcément un signe de vie, ni de beauté. Dans l'espace, la lumière est souvent un signe de dépense. Une planète brille parce qu'elle dépense son passé. Chaleur de formation. Elle brille parce qu'on la force à payer une facture énergétique. Irradiation. Elle brille parce qu'on la tord jusqu'à la chauffer. Marée. Elle brille parce qu'elle se réorganise de l'intérieur. Processus interne. Elle brille parce que son ciel réagit comme une peau agressée. Aurore, ionisation.
Elle brille parce qu'elle se défait. Évaporation. Et parfois, elle brille parce que nous avons mis le mauvais nom sur le dossier. Frontière planète, objet substellaire. Alors, si tu veux une phrase de clôture qui sonne comme un coup de marteau, la voici. Pas comme une morale, comme une image. Quand tu vois une planète s'allumer, ne pense pas lampe, pense aveu. Parce qu'une planète qui émet sa propre lumière est une planète qui, d'une manière ou d'une autre, ne peut pas cacher ce qu'on lui fait ou ce qu'elle est en train de perdre. Et voilà le dernier twist, celui que tu peux laisser résonner une seconde avant le silence. Dans l'univers, le noir est l'état naturel, la lumière est l'exception. Donc quand une planète brille, ce n'est pas juste un spectacle, c'est un événement, une anomalie, un signal, une fuite, une confession thermique, chimique, électrique et parfois identitaire.